Et donc nous revoilà pour l'atelier Super Powers. On va rebosser sur notre petit jeu Asteroids. C'est vrai que oui, c'était une bonne idée de faire une petite coupure, comme ça on peut avoir 2 vidéos sur YouTube. Les gens qui veulent regarder l'atelier pourront regarder l'atelier sans avoir besoin de se taper l'intégralité du petit-déj avant. Ok, donc il y a Pixel qui a disparu. Il a fondu. C'est assez brutal comme coupure. Oui, bon. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Ce week-end, on a fait que. Ouais, attends, je vais relancer le jeu là. On a 30 000 astéroïdes sur la gueule. On va faire R. Ah oui, c'est vrai. Bon. Voilà, donc on a maintenant 2 joueurs. T'as appuyé sur D, j'ai appuyé sur CTRL, et du coup ça a fait CTRL-D. Et. J'aime pas sur le contrôle. Ah oui, sur D, oui. Ouais, Ah, ouais, c'est de la merde. CTRL. Ah ouais, c'est pas top comme. Bon, je vais jouer avec la manette, moi. Va falloir qu'on revoie les contrôles. Ok, donc on a rajouté le jeu à la manette, on a rajouté le fait qu'on peut détruire les astéroïdes et se faire détruire, le score, le timer, enfin bref, on a fait plein de choses. Si vous voulez voir tout ça, vous pouvez aller voir la rediff de la partie précédente, qu'on va uploader tout à l'heure aussi. Et donc ce qu'on voulait vous montrer ce soir, c'est comment faire des menus et faire du coup un truc game over aussi à la fin du timer. Donc là c'est devenu un petit jeu de score en fait. Peut-être aussi qu'on va permettre d'avoir un mode solo ou un mode de joueur sur le menu quoi. Ouais. Voilà, comme ça vous pourrez jouer en solo, à essayer de survivre autant que vous pouvez, ou alors en mode multi pour voir lequel des deux est le meilleur quoi. Voilà. Ah oui, et donc du coup, on avait en tête que pendant qu'on fait ça, vu qu'il n'y a plus trop de graphes à faire a priori, enfin, il y aurait peut-être les menus, je sais pas, mais ça pourrait être intéressant. Enfin, je sais pas en fait ce que t'en penses. Je préfère faire un modèle cubique pour montrer ce qu'on peut faire avec. Ouais, ok. Plutôt que faire un mieux menu inutile. Ok, super. C'est pas plutôt, c'est en même temps. En plus. Est-ce que je vais avoir plus de taf ou moins de taf? Non, plus, parce que... non mais bon, de toute façon pour l'instant on va juste mettre du texte dans le menu, mais après oui, c'est de faire un petit logo, ça peut être cool quoi. Voilà, bon, ok. Donc on va voir pour faire tout ça. Donc, comment est-ce qu'on démarre actuellement le projet? Comment est-ce qu'on le lance? Je crois qu'on le lance ici dans Game, on fait game.start, et c'est ça qui charge la scène. Donc on n'a pas mis de scène de démarrage ici parce que en fait c'est le script, les scripts sont tous chargés dans l'ordre et puis à la fin il appelle la fonction game.start et ça charge le jeu. Du coup on va changer ça et on va avoir une nouvelle scène de menu. Donc scène, on va dire main menu, voilà. Et on va peut-être renommer la scène en game scene ou en game. Ah non, on a déjà un script qui s'appelle game. Ok, on va dire game scene. Du coup, si je veux faire un modèle, Tu peux rejoindre le. Ah ouais, tu peux rejoindre le serveur de Bilou. Ouais. C'est 314. Udil. Ok, bon, ça s'en occupe. Et donc, du coup, il faut qu'on adapte aussi le nom de la scène ici. Voilà, et donc dans le main menu, il nous faut une caméra, évidemment. Il a créé un projet différent ou ouais, Dans Random Video. Ok, j'irai montrer aussi ce qu'il fait après. Alors, je vais prendre une caméra de type orthographique pour notre menu. On ne veut pas qu'il y ait de la déformation en fonction de la distance. J'attends le nom. Ah. Ok. je me préoccupe pas. Alors, on va prendre aussi la même taille de caméra que dans le jeu. Donc, elle a un orthographic scale de 50. Donc, on va faire pareil ici. Voilà. Et on va du coup la définir comme scène par défaut. Alors d'ailleurs on a fixé complètement maintenant le bug avec ces histoires là. Vous pouvez glisser les icônes, ça marche enfin. Voilà. Putain vas-y vraiment je bois. Donc sur notre menu on va vouloir afficher un logo. la grille elle marche. Elle devrait. Je crois que j'ai activé, elle a bugué.
Par contre, c'est devenu chiant le drag and drop dans un script. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je pense pas qu'il y a des bugs, mais ouais. Là, c'est. Qu'est-ce qui a changé? Là, ça marche. On aurait pu le On aura des Donc je vais utiliser un text renderer vu qu'on n'a pas encore de sprite, juste pour afficher le nom du jeu. Donc Asteroids. Ah, quand on glisse un asset dans un script. Bah ça marche, non? Quel est le... Je comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Ok. Donc voilà, pour faire un menu, c'est très simple, hein, vous mettez vos trucs comme vous voulez. On va, est-ce que je vais reculer la caméra ou est-ce que je vais reculer? Non, je vais reculer les éléments un petit peu. Voilà. Bon, alors si je lance ça, maintenant je devrais avoir au moins mon menu astéroïdes, mais évidemment il n'y a rien qui permet de lancer le jeu. Il y a eu des bugs avec Electron. Ok, donc il faudra peut-être qu'on regarde drag and drop dans Electron ce qui se passe, mais en tout cas dans Chrome ça marche encore. Ok, on va faire rendre ça un peu plus grand. Et alors, comment est-ce qu'on fait notre menu? On parlait de faire à la fois clavier et souris? Moi, je pense. Ok, ouais, ça paraît bien. Donc je propose on met deux items, donc un joueur, deux joueurs, et peut-être un lien vers Superpowers, pourquoi pas, ça peut être cool de montrer comment ouvrir un lien aussi. Et donc on pourra se déplacer au clavier ou en survolant à la souris, on change celui qui est actif. Voilà. Donc je vais créer un conteneur pour nos boutons. Je vois sur aussi après un champ pour rentrer un nom. Ouais, bah on peut passer par un menu intermédiaire pour ça, ouais. Ou alors on les met en bas, genre. Je sais pas. Ouais, peu importe. Ça peut être cool. On fait ça aussi. Ouais. Alors, on a quoi? On va dire play solo, ou alors play... Ouais, bon, je vais pas tout de suite le dupliquer, je vais d'abord commencer à remplir tout ça. C'est la fonte, et on va dire et ensuite ok. Bon, je pense que ça va être trop petit aussi. Peut-être même encore augmenter d'ailleurs la taille du titre. On va dire 3, 3 et 3. Et ici, on va dire 2. Voilà, donc on a nos 3 éléments de menu. Et on va peut-être avoir... Bon, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va juste changer l'opacité pour décider qui est ce qui est actif, ou peut-être un peu scale, ou je sais pas quoi. On va voir. Un truc tout simple. Donc, il nous faut un script pour gérer notre menu principal. Peut-être renommer ça finalement en scène et avoir un dossier main menu. Comme un réflexe. N'est-ce pas? Voilà. Et on va avoir un script qu'on va appeler le main menu behavior, qu'on va placer sur notre caméra. Voilà. On accroche le script dessus. Et hop, il ne reste plus qu'à coder tout ça. Alors. Et on a un bug avec les. Quand on va affecter un script. Ouais. Pas qu'il soit. Oui, ça marche une fois sur. Ouais, attends, ça marche pas. Ouais, oui, je sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est un bug dans Chrome. Un de ces quatre, j'avais prévu de leur faire un bug report pour ça, mais j'ai pas encore. Je crois que c'est moi, c'est la même systématiquement, ça marche pas. D'accord. Bah là, je l'ai fait, ça a marché chez toi. Avec la pêche? Ouais. T'as pas pour te taper? Non. Non, j'avais que dalle et puis j'ai fait.
Donc c'est un peu bizarre. Ouais. À moins qu'il l'ait fixé récemment, hein, je sais pas, j'avoue que j'arrive pas à... Déjà, ça a marché plus tout à l'heure. Ok, bon, bah du coup il y a vraiment un truc à voir. Alors, donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va choper nos boutons. Donc, on va stocker donc, dans une liste d'acteurs. Donc à l'initialisation, on va dire sub.getActor buttons et on chope tous les enfants de buttons et on les stocke ici. Et ensuite, on va avoir un index de boutons actifs qu'on va initialiser à 0. Et on va se faire une petite fonction qui va mettre à jour tous les boutons. On va dire update focused button peut-être. Voilà. Il va parcourir la liste des boutons et puis il va régler leur opacité en fonction de ce qui sont actuellement le bouton actif ou pas. On va peut-être plutôt faire une boucle index, enfin on va dire i égale 0. On va parcourir entre 0 et la longueur des boutons, le nombre de boutons pardon. Voilà. Et donc on chope le bouton dans la liste. On récupère son text renderer et on va définir son opacité en fonction de s'il est sélectionné ou pas. Donc pour faire ça, on va juste comparer si le numéro du bouton est égal au bouton actif, alors on met l'opacité à 1, sinon on la met peut-être à 0,5. Donc là on utilise ce qu'on appelle l'opérateur conditionnel ternaire parce qu'il est en 3 parties. Okay. Donc il y a la condition suivie d'un point d'interrogation et de la valeur qu'on veut récupérer quand c'est vrai, suivi d'un 2 points, et ensuite la valeur qu'on veut récupérer quand la condition était fausse. Donc ça veut dire définir l'opacité à 1 si i est égal au bouton actif, sinon on l'a défini à 0,5. D'accord? Donc ça c'est cool. À défaut, enfin c'est équivalent à faire un if, puis un sinon blablabla 0,5. D'accord? Donc c'est vraiment une manière un petit peu plus concise d'exprimer la même chose qu'ici. Voilà. On appelle ça encore une fois l'opérateur ternaire. Donc du coup, cette fonction updateFocusButton, on va l'appeler une première fois quand on lance notre scène dans le wake. Et puis après, dès qu'on va avoir le button index qui change, on va aussi lancer. Je vais juste vérifier déjà que ça marche. Donc voilà, on voit que Play Solo est blanc et les deux autres sont gris. On va peut-être leur mettre même un peu moins d'opacité que ça, histoire qu'on voit vraiment la différence. Voilà. Donc maintenant on va vérifier déjà au clavier, hein, c'est plus simple. Ensuite on va faire la souris. Donc si je viens d'appuyer sur la touche bas, alors on va augmenter le button index de 1. Mais on va s'assurer quand même qu'il reste entre 0 et 2. 0, 1, 2. Okay. Et on va même boucler quand on arrive tout en bas, on va remonter tout en haut, ça sera cool. Je pense. Non, peut-être pas. Ouais, non, c'est peut-être bien de pouvoir laisser enfoncer et de savoir qu'on est tout au bout. Enfin bon, ça change pas grand chose. Bref. Donc on va utiliser mat.min qui nous permet de choper la valeur minimum entre plus 1 et le nombre total de boutons qu'il y a pour s'assurer qu'on ne dépasse pas le nombre total de boutons qu'il y a. Donc on utilise la longueur de la liste des boutons. Voilà, ça va nous retourner. Donc si j'avais le button index qui est à 0, maintenant il va être égal au minimum de 0 plus 1 et de 2. Donc ça va nous retourner 1. C'est le plus petit entre 1 et 2, c'est 1 bien sûr. Si par contre je suis déjà tout en bas, donc le button index vaut déjà 2, je rajoute plus 1, ça fait 3. Et il va prendre le minimum entre 3 et 2, donc du coup il va nous rester sur le dernier bouton. Voilà, mat.min, ça vous permet de récupérer le minimum entre 2 boutons. Et on va faire donc la même condition, le même test, mais c'est pas isKeyDown que je vais utiliser. On va voir pourquoi, c'est pas une bonne idée. Donc là je fais le test similaire. Quand on monte, on utilise le maximum entre button index moins 1 et 0, ce qui nous permet de dire que quand on est à 2 je vais à 1, à 1 je vais à 0, et quand je suis à 0 je peux pas aller au-delà, je peux pas aller à moins 1 vu que ça n'aurait pas de sens. Ouais, c'est toujours une histoire de parcimonie et de savoir, de connaître ton audience aussi, quoi. Je veux dire, si tu fais
enfin, si tu bosses avec des gens qui savent coder de manière classique et tout, normalement ils connaissent l'opérateur ternaire et donc ça devrait bien marcher, quoi. Et effectivement, tant que tu n'utilises pas en chaîne 12 000 fois, tu sais, genre un opérateur ternaire dans un opérateur ternaire ou truc comme ça, ça peut être sympa. C'est intéressant. Ok, donc là on peut voir que ça ne marche pas du tout. Ça aussi c'est intéressant. Alors, que se passe-t-il? Ah oui, alors j'ai mis à jour le button index, mais j'ai oublié d'appeler ensuite update focus button, qui est censé appliquer la modification en mettant à jour l'opacité de tous les textes rendered. Numéro ou de la 7 pour voir. Je crois que j'ai oublié. Donc là on peut voir que ça marche merveilleusement bien, à part qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand j'enfonce, ça se déplace à fond. Parce que j'ai utilisé isKeyDown au lieu de wasKeyJustPressed. Donc la différence entre isKeyDown et wasKeyJustPressed, c'est que isKeyDown, il est vrai en permanence tant que j'ai la touche enfoncée. Donc 60 fois par seconde, il va me faire descendre dans la liste. Alors que wasKeyJustPressed, il va être vrai uniquement pour la frame en cours. Voilà, tu avais bien deviné, Apox. Donc voilà, maintenant, vous voyez, je laisse enfoncer, mais ça descend plus. Donc ça c'est bien, mais on pourrait faire encore mieux, on pourrait faire que ça descend avec une répétition lente. Et pour ça, on peut passer un deuxième argument à wasKeyJustPressed. Vous allez voir dans l'API Browser, vous voyez qu'il y a un argument optionnel ici, option. On peut passer, est-ce qu'on veut une répétition automatique de la touche? Ça revient à avoir la répétition automatique que vous avez dans un éditeur de texte. Quand j'appuie sur bas, vous voyez que ça descend une fois et après ça redescend plein de fois. On va faire la même chose ici. On va dire auto-repeat true. Je crois que ça va être dur pour la démo. stretch ou pas du tout? Oui, c'est possible que ce soit du stretch. Ça va nous permettre de Là, ça marche. répéter ça. Voilà. Et donc voilà, vous voyez que ça se répète. Et par contre, on voit que je peux quand même encore descendre un cran en dessous. C'est juste que je me suis planté. Ici, button length, ça donne 3 en fait. Et on veut aller de 0 à 2, donc il faut qu'on fasse le minimum avec -1. Voilà, donc maintenant je reste bloqué. Et puis il y a la répétition qui fonctionne. Donc là c'est cool, et on a fait un petit menu tout basique. Il reste une touche, il nous manque encore une touche pour pouvoir valider. Donc là on va utiliser. Je t'avais prévenu. Hein. Je sais pas si c'est Enter ou Return, je retiendrai jamais. Donc on va regarder. Non, c'est Return. Oui, effectivement, c'est Return. J'ai eu un bug. Vous êtes inversé. Oui. A priori, il y a quelques problèmes avec l'éditeur de modèles cubiques. Snakehats, mes écouteurs sont... Ouais, alors on est désolé, Snakehats c'était 10 000 fois trop fort. Non, c'était Snakehats et aussi Sokoban 8 là surtout. Mais on va rajouter un truc pour mute aussi, ouais. Elle est cool la musique de Snakehats, mais effectivement parfois ça... non, ok, tout va bien. Vraiment que je vire cette barre de favoris. Ok, donc si on appuie sur entrée, on va du coup lancer le jeu. Donc pour l'instant, on va juste lancer le jeu de manière inconditionnelle. Enfin non, on va quand même regarder quel bouton est actif. Donc on pourrait faire des if. D'accord, donc je pourrais faire tester si c'est égal à 0, sinon si le bouton est égal à 1, sinon si le bouton est blablabla. On va utiliser une nouvelle structure qu'on n'a pas encore vue pendant les ateliers, c'est switch. Switch, ça vous permet de tester plein de valeurs d'une variable à la suite. Donc vous dites switch et le nom de la variable, donc en l'occurrence c'est this.buttonIndex. Et ensuite pour chaque valeur que vous voulez tester, vous utilisez le mot-clé case suivi de... Donc c'est pour le cas 0 faire ça. Ensuite vous mettez votre code et quand vous avez fini, il faut absolument mettre break pour dire c'est terminé. Ensuite on gère le cas numéro 1 et puis on fait autre chose, puis le cas numéro 2, on fait autre chose, etc. Voilà. C'est un petit peu plus concis, un petit peu plus structuré, on va dire, que de faire des ifs. Enfin, si vous voulez faire des ifs, c'est très bien aussi. Hein. Voilà.
C'était quoi au fait le vote en haut? Vous voulez changer de nom? Ouais, c'était juste une mauvaise blague. Parce qu'il y a Phaser qui a changé de nom, alors nous aussi on voulait changer de nom. Voilà. Donc ouais, la syntaxe du switch elle est un peu pourrie parce que si vous oubliez le break, alors le code que vous avez exécuté là, il va s'exécuter et il va exécuter aussi le code du cas suivant immédiatement. Donc il faut toujours penser à mettre un break. C'est une erreur de design qu'ils ont fait, c'est une syntaxe qui vient du C à la base, qui vient peut-être même d'un ancêtre du C, j'en sais rien, en tout cas elle était en C. Et dans les langages plus récents, ils utilisent plutôt à la place, c'est implicite qu'il y a un break, et si on a envie que ça continue le code du cas suivant automatiquement, on utilise le mot-clé fall through, qui veut dire tomber à travers, quoi. Voilà. Et donc c'est une bien meilleure approche. Le problème c'est que en JavaScript, il n'y a pas ça, quoi. Donc, faut toujours, dès que vous faites un switch case, il faut toujours penser à mettre des breaks partout, sinon vous aurez des petits soucis. Voilà. C'est le genre de truc qu'un linter va aussi pouvoir détecter, très certainement. Je pense que si je teste là directement, imaginons que j'ai un switch. Donc, A égale 5, voilà, je fais case 1, case 2. Là, on regarde le cubic modèle à 7 bits. Ouais. Voilà. Donc. Voilà. Avec un petit système de tâches. Donc, bref. Là, vous voyez, j'ai un petit exemple avec un switch et il n'y a pas de break. Et alors, vous pouvez voir que même le compilateur. Ah bah non, c'est TSLint. C'est TSLint en fait qui fait son taf. Ah, voilà. L'extension TSLint, elle a détecté qu'on avait fait un peu de la merde. Voilà. Il dit qu'il s'attendait à voir un break avant de voir le case suivant. Donc ça c'est vraiment cool et on aura ça à terme aussi dans SuperPowers pour que vous ne fassiez pas ce genre d'erreur si jamais. Ouais, Phaser.js il s'appelle maintenant laser.js, enfin en tout cas pour la version 3, ils ont décidé de changer de nom pour des raisons de marque, de droit, etc. En Pawn, il n'y a pas besoin de break, je connais pas le langage Pawn. C'est un langage qui a été construit spécialement pour des mods. Essaye, ouais, peut-être. Fais CTRL SHIFT R. Ouais, donc effectivement, ils utilisent ça, oui, ce qui est mieux. Ok. Bon, enfin bref, avec un linter, on s'en sort très bien. Je crois pas que ça va avoir. Mais t'as fait... j'ai fait un gulp, mais... oui, mais j'ai pas changé, j'ai juste testé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Genre, les textures sont pas les bonnes, enfin les yeux ont pas l'air bons, mais genre, là, ça a l'air de bien suivre ce que je fais, quoi, ça a l'air... Ouais, ok. Ça a l'air correct. Alors c'est quoi qui est... Bah là-bas, ça fait de la merde, quoi, sur mon serveur, quoi. Attends, si moi je fais un bois. Sinon il peut maintenant faire ça sur mon serveur. Hein. Ouais, mais bon, c'est quand même mouillé juste. Oui, probablement. Il y a du verre après. Je pense un décalé. Bon. Bref, donc nous, pendant qu'ils essaient de s'en dépatouiller avec l'éditeur de modèle cubique, on va voir pour notre index, enfin pour notre bouton là. Donc, on va faire game start ici et là, et ici on va ouvrir donc la page SuperPowers. Donc pour faire ça, si vous voulez ouvrir un lien externe, il n'y a actuellement pas d'API officielle SuperPowers, mais vous pouvez utiliser le dump. Donc actuellement, comme c'est expliqué sur la page tuto ici, on n'expose pas les API du DOM par défaut. Mais si vous voulez les utiliser quand même, vous pouvez simplement mettre declare var window en haut de votre premier script ou d'un des scripts. Et ensuite, vous pouvez du coup faire window.ce que vous voulez. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est un window.open sparklynlabs.com.
Et on va voir si ça fonctionne. Il y a des chances qu'on soit bloqué par l'anti-pop-up. Voilà, donc vous voyez là, on a essayé d'ouvrir le truc, mais il nous l'a bloqué l'anti-pop-up. Bon, donc je sais pas si maintenant on veut trop s'attarder là-dessus. Il y a moyen de contourner le problème, mais on va pas s'embêter là maintenant. Donc c'est pas grave, c'est bloqué par l'anti-pop-up, les gens peuvent cliquer s'ils veulent et on verra ça plus tard. Donc du coup maintenant on a un menu qui marche au clavier. Okay, si je fais entrer, ça devrait me lancer le jeu en théorie. Pourquoi est-ce qu'il m'a refait un awake? Load scene, game scene, ça a fait un open scene sur les acteurs et il y a un main. Ah merde, ok, on a fait une modif pour tester avant, je crois, et puis on a tout pété. Oui, j'avais remplacé le script dans la mauvaise scène. Soit, voilà, donc là du coup je peux lancer mon jeu. On va faire que on puisse aussi retourner au menu. Donc je vais dans le script Game Manager Behavior qui est accroché sur la caméra dans la scène de jeu, okay, pas dans la scène de menu. Et je vais rajouter pareil un petit test, est-ce qu'on a pressé sur la touche échappe? Et si c'est le cas, c'est quoi? Si c'est le cas, on recharge la scène de menu principal. Et on se barre. Question con, est-ce qu'il y a des pointeurs en TypeScript? Alors non, le concept de pointeur, c'est quelque chose qui n'a de sens que dans les langages où tu gères la mémoire de manière assez directe. Et donc TypeScript, donc JavaScript par association, c'est des langages qui utilisent un ramasse-niette pour gérer automatiquement la mémoire pour toi. Donc du coup, tout ce qui est pointeur, il n'y a pas. Il y a quand même le concept de fait que les objets sont stockés par référence et pas par copie. Ça veut dire que, ou pas par valeur, enfin bref. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici je déclare un bonhomme qui a coordonnées x et puis je sais pas, une santé de 10, et qu'ensuite je fais un bonhomme 2 et que je dis qu'il est égal au bonhomme 1, ben en réalité j'ai pas fait une copie de l'objet ici, j'ai juste référencé le même objet. Donc j'ai deux variables qui pointent sur la même chose. Donc si je change la santé du bonhomme 2, ça va automatiquement changer la santé du bonhomme 1 avec. Si je veux avoir deux objets séparés, il faut que je copie les valeurs numériques. Donc il faudrait que je fasse x bonhomme 1.x, y bonhomme 1.y, s bonhomme 1.s. Okay. En gros, tout ce qui est les objets, donc les trucs avec les crochets ou les tableaux, avec les accolades ou avec les tableaux ou les listes avec les crochets, ce sont des objets. Donc ils sont copiés, enfin c'est la référence qu'on copie. Par contre, les objets de type nombre, de type string, donc chaîne de caractères, et de type booléen, c'est ce qu'on appelle des valeurs simplement. Et donc, ils sont directement copiés. Et là, si je modifie maintenant bonhomme2.else, c'est pas le même que le bonhomme1.else. Maintenant, j'ai deux objets vraiment séparés. Voilà. Ça, c'est le truc à comprendre et qui n'est pas complètement évident quand on commence. Voilà. Il faut comprendre que fondamentalement, on a ce qu'on appelle les types primitifs, c'est number, string et boolean, et on a les objets qui sont les objets déclarés comme ça, les listes, et puis n'importe quoi que tu crées avec une new, quoi. Voilà. Et les deux sont vraiment deux choses séparées. Les types primitifs, les types valeurs, on va dire, sont toujours copiés et les types objets sont toujours référencés. Ouais.
ça fonctionne pareil dans quasiment tous les langages du monde, hein. Effectivement, C#, Java et tout ce que tu veux. Là, il y a juste ce qu'on appelle vraiment un pointeur, c'est un truc spécifique au langage comme le C ou le C++, quoi. Parce que ça te permet d'avoir explicitement un truc qui pointe sur une autre valeur, enfin bref. C'est pas un concept important à comprendre quand on fait du TypeScript. Effectivement, il faudrait changer la couleur d'un des deux vaisseaux. On verra pour faire ça. Je sais pas, ou alors faut juste qu'ils aient des formes différentes. Juste. Ok, bon. Du coup, on a notre menu. Maintenant, on aimerait peut-être que il lance soit une partie 1 joueur, soit une partie 2 joueurs, selon si on est à 2 ou solo, évidemment. Bien. Donc, on a le vaisseau 1 et le vaisseau 2. Alors, on va peut-être les virer de la scène et les ajouter en code en fonction de si on veut 1 ou 2 joueurs. D'accord? Donc, je vais prendre celui-là, je le dégage, je prends celui-là, je le dégage. Et quand on va démarrer le jeu, on va passer en paramètre le nombre de joueurs qu'on veut. Et donc, on va les modifier. Vous avez vu, ici dans le menu, j'ai dit quand on clique sur quand on démarre avec le premier bouton, on lance un joueur. Quand on lance avec le deuxième bouton, on lance 2 joueurs. Donc je vais rajouter un paramètre ici, ça va être le nombre de joueurs, player count. Voilà. Et mais on va dire peut-être que c'est optionnel comme paramètre. Comme ça, si on relance le jeu sans passer de paramètres, alors il va garder le nombre de joueurs actifs. Ok, donc on va dire export player count. Et on va... Ouais, ok, bref. Donc, si on nous a passé un nombre de joueurs, donc si le nombre de joueurs est différent de nul, ça veut dire qu'il y a une valeur qui a été passée, alors on va le stocker. Ouais, je devrais peut-être les nommer différemment. Parce que là, les deux variables ont exactement le même nom, ça va créer de la confusion, je pense. On va dire... New player count. Voilà. Donc s'il y a un nouveau nombre de joueurs qui a été filé, on l'écrase. Sinon, on garde notre player count actuel. Et donc où est-ce qu'on se charge? Donc là, on charge la scène, on récupère la caméra et on va ici créer le nombre de joueurs qu'il nous faut. Okay, donc on va dire pour entre 0 et nombre de joueurs, on va répéter avec une boucle for ce code le nombre de fois qu'il faut. J'ai compris, mais c'est chiant. Et on va utiliser la fonction AppendScene qui nous permet d'insérer une scène sur notre plateau de jeu. Donc j'insère la scène ship/prefab et on l'insère autant de fois qu'on a 2 joueurs. Okay. Grâce à cette boucle for. Ça parle à tout le monde? Bon, donc voilà, donc là j'ai un seul joueur et on peut voir que je peux déplacer un seul et je relance le jeu et je fais 2 joueurs et là maintenant j'ai 2 vaisseaux mais ils sont l'un sur l'autre, donc il faudrait qu'on les place peut-être de manière un petit peu plus intelligente. Donc on va dire on pourrait juste faire un test tout bête, hein. On va dire si player count est égal à 1, on a un seul joueur, on l'insère et on ne fait rien de plus. Si player count est égal à 2, alors on l'insère 2 fois et on les place au bon endroit. Ça va être plus simple que de faire une boucle et d'essayer de faire un truc générique. Donc on va appeler ça ship 1. Et d'ailleurs je pense qu'il faut qu'on les renomme aussi. Oui, carrément. Donc là, on pourrait utiliser un switch. Moi, j'ai tendance à pas utiliser de switch quand j'ai que 2 cas différents. Je pense à utiliser des switches à partir de 3 ou plus. Ça, c'est faites comme vous voulez. Donc, je crée un ship et je vais définir son nom. Alors, il faut que je récupère. AppendScene, il nous retourne une liste d'acteurs. En l'occurrence, on n'a qu'un seul acteur à la racine, donc il nous retourne un seul acteur. Donc, on va indexer dans cette liste immédiatement et récupérer le premier.
Voilà, comme ça on peut directement faire set name ship 1. Voilà, et ensuite ici on va avoir le ship 1 pareil. Le ship 2 on l'appelle ship 2. Et on va les positionner chacun à un endroit différent. Set local position en moins 6,0 et le 2 en 6,0. Donc c'est sur X, donc je déplace un sur la gauche, l'autre sur la droite. Et c'est cool. Donc du coup, voilà, ça n'a pas marché. Oui, alors la raison pour laquelle ça n'a pas marché. On va aller dans le debugger, on va regarder. C'est toujours, plutôt que de faire des suppositions, je pense savoir pourquoi, mais autant vérifier. Donc là c'est bizarre, je me dis tiens j'ai codé mon truc correctement, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc j'ouvre les outils de développement avec F12 hein, pour rappel. Je vais dans l'onglet source, et dans l'onglet source je cherche mon code, donc mon script game. Okay, c'est là-dedans qu'il devrait se passer un truc. Et je clique sur le numéro de ligne pour mettre ce qu'on appelle un point d'arrêt. Encore une fois, le point d'arrêt c'est super, ça vous permet de stopper l'exécution du code quand cette ligne elle est atteinte. Donc je vais choisir un contre 1, je fais entrée, et voilà, il a arrêté le code jusqu'ici. Il m'affiche même, en plus c'est trop bien maintenant, Chrome ils affichent les valeurs des variables au fur et à mesure. Donc là player count vaut 2, mais je peux aussi le survoler normalement. Ah ouais, il n'arrive pas à trouver la référence à ça, ça c'est une petite limitation. Voilà, mais bon, player count vaut 2, hein, c'est sûr. Donc du coup, on passe bien ici, je rentre dans cette ligne de code, je crée un préfab, je définis son nom et je définis sa position. Donc là, tout a l'air bon. Je peux même ouvrir avec échappe la console et puis faire get local position pour vérifier que la position elle a bien été changée. On voit effectivement que mon vaisseau il est comme il faut. Ah, et là on voit que j'ai changé ship 1. J'avais pas capté ça. Donc déjà ça c'est un premier souci. Donc, il faut que je mette ship 2 bien sûr. Est-ce que le live a planté? Chez moi c'est bon. Ok, ouais, ça a l'air de marcher pour les autres. Okay. Donc du coup, retestons et on voit que ça n'a quand même pas fait ce qu'on veut. C'est chiant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pourquoi, hein, mais on peut aller chercher. Donc on regarde, on voit bien qu'ils ont chacun leur propre position. Donc le chip 1 il a bien sa propre position, le chip 2 il a sa propre position. Donc allons voir, peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans les vaisseaux, dans le script des vaisseaux. Donc on va regarder, peut-être la première fois qu'ils se font mettre à jour, il y a un truc qui va pas. Et donc je me balade et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait on bosse avec une position qui est enregistrée et qui est actuellement, le vaisseau il est considéré comme étant en 0,0. Malgré le fait que l'acteur actuellement il a bien une position de moins 6,00, la position qu'on a stockée sur le behavior elle est en 0,0 parce que on a enregistré la position de spawn dans awake. Et donc à ce moment là on va voir quand est-ce que awake est appelé. Vous allez voir que c'est pas au moment où on voudrait en tout cas. Donc ici je suis de nouveau en train de charger mon jeu, je suis dans game start, okay. On a 2 joueurs et là j'insère mon chip et à ce moment là hop on voit qu'on est passé par awake parce que là on voit tous les appels. Donc j'étais dans start nous a mené dans happen scene il a réveillé un acteur parce que happen scene il appelle awake sur tous les acteurs immédiatement. Et donc à ce moment là on copie la position actuelle du vaisseau et il est en 0,0. Et c'est seulement quand on ressort de tout ça, donc qu'on met à jour la position du vaisseau, mais malheureusement sur son comportement il a déjà stocké 0,0. Okay. Donc il faut qu'on utilise, c'est un de ces cas où il faut qu'on utilise non pas awake mais start, parce que start aura lieu plus tard et du coup ça va fonctionner. Donc on va faire le start là dedans.
Ça va bien chez vous. Ouais. Parce que chez nous, c'est nous chez moi. Ok. Bon. Du coup, Soit il fait un modèle avec que des blocs de 16 par 16, c'est ça? par 16, soit Ah, merde. c'est un peu C'est moi qui me suis planté dans le layout ou... Non. C'est. Maintenant que chaque UV a ses coordonnées, il faut qu'on les modifie quand on change la taille. Ah, Et ça veut dire qu'il faut effectivement avoir un mode ah oui. serré ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, d'accord. en fait, Ok, c'est- donc on a quand même besoin d'un mode. Donc c'est chiant. Hmm. La super idée, ça peut être super idée. Je n'arrive plus à faire de build, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, soit. Hop là, et ça y est, mes vaisseaux. Ça m'est arrivé d'avoir building et plus rien. Ouais. Ah, tu sais, tu vas planter le building. Ah, t'as capté parce que... Oui, je sais pourquoi ça a fait ça. C'est parce que j'étais dans le debugger pendant un bout de temps. Et du coup, on a perdu la connexion à Socatio. Et il ne le détecte pas vraiment. Mais du coup, il n'arrive plus à build. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Electron, ça n'arrivera pas. Parce qu'on a deux processus séparés pour l'éditeur et pour le jeu. Donc, et pareil, si vous faites une boucle infinie pour votre jeu, vous n'aurez pas de problème de l'éditeur qui plante avec. Vous aurez juste le jeu qui sera bloqué. Il faut qu'on mette un truc pour pouvoir killer le jeu. Et vous pourrez continuer à utiliser l'éditeur sans problème, puisque c'est deux processus complètement séparés. C'est quand même cool. Ok, bon voilà, donc du coup ça marche. Je suis en solo. J'ai un joueur. Et je suis en multi. J'ai deux joueurs. Okay. Alors j'ai capté un truc. On a un bug depuis le début là, qui traîne. Non, c'est pas ça. Voilà, ok, donc ça c'est bizarre. On a des astéroïdes qui testent leur collision avec... Là, j'ai un astéroïde point position. Ok, ouais. C'est quoi? Non, c'est le joueur qui teste s'il a des collisions avec des astéroïdes qui n'ont pas encore eu leur start qui a été appelé. Ce qui est logique puisqu'en fait c'est dans le Game Manager, dans le Game Manager Behavior qu'on spawn des astéroïdes. Qui se registrent sur le start et pas sur le wake. Et voilà, il faudrait qu'ils s'enregistrent un peu plus tard. Parce que en gros, il y a l'update là qui a lieu, puis il y a l'update du vaisseau, et seulement au tour suivant, il y a les starts des astéroïdes des nouveaux astéroïdes qui ont lieu. Du coup, ça. Alors que le wake a déjà eu lieu. Voilà. Et donc du coup, ils étaient déjà rentrés dans la liste et on les trouve. Donc on va les enregistrer, l'appareil étant le start. Bon voilà, c'est un peu la gymnastique, hein. Faut bien réaliser. La chose la plus importante à comprendre, c'est le awake, il a lieu à l'instant où vous réveillez votre acteur pour lui dire d'aller sur le plateau. Et le start, il a lieu au début de la boucle suivante de mise à jour. Et donc, il faut bien réfléchir aux ordres des choses. Parfois, c'est pas... Pour faire un beau schéma. Voilà, ouais, c'est vrai, ce serait bien. Avec un exemple très concret, quoi. Ok, bon voilà, donc là du coup maintenant on n'a plus d'erreur de script à ce niveau-là. Bon, donc on a maintenant on a un menu au clavier et on voulait aussi en faire un menu qui fonctionnerait à la souris. Et donc pour faire ça, on va utiliser le raycasting qui est documenté ici et dont on va aller s'inspirer. Tiens, ici il n'a pas réussi à... Peut-être à cause de ça. Ouais. Ok, bon bref. Il a pas réussi à faire la coloration syntaxique. Donc ici on a intersection préparer un rayon et on a comment préparer un rayon à partir de la position de la souris. C'est ça qui nous intéresse. Donc dans le main menu behavior, on va, donc ça c'est keyboard navigation et puis on va avoir mouse navigation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau rayon. On va ensuite le configurer. Donc un rayon, c'est quoi? C'est une position et une direction, d'accord? C'est ce qu'on peut aussi appeler une demi-droite. Donc on lui donne, normalement on peut lui donner une origine et une direction à la main, mais là on va le configurer en lui filant la caméra et la position de la souris et il va automatiquement calculer le rayon qu'il faut. Et on va utiliser ce rayon pour tester s'il y a des intersections qui ont lieu avec nos différents boutons. Et si c'est le cas, on va activer ces différents boutons. Voilà, c'est très pratique. Donc il me faut la caméra, donc on va, au lieu de on pourrait faire sub.getActor caméra et puis ensuite, donc ça nous retourne l'acteur et après on chope le composant caméra. Ça coûte un petit peu en performance parce qu'il faut aller chercher l'acteur caméra dans la liste et tout. Tu passes la caméra déjà?
Ah, je suis dessus, tu as raison. Donc on peut faire this.acteur.caméra, vu qu'on est dessus. Voilà. J'allais stocker la caméra quelque part, mais c'est vrai que ça me sert un peu à rien. Voilà. Autre petite optimisation qu'on peut faire, on n'est pas obligé, hein, ça marche très bien comme ça, mais si vous voulez pas recréer un nouveau rayon à chaque fois, on peut le réutiliser et donc on peut le stocker sur notre behavior et comme ça on peut l'utiliser ici, on le reconfigure à chaque fois avec la nouvelle position de la caméra. Ça évite de refaire une allocation mémoire qui après doit être détectée comme ne servant plus à rien par le ramasse-miettes. Donc le ramasse-miettes il passe, il ramasse la vieille et puis on en recrée une, puis il repasse, puis on en recrée une et on fait ça 60 fois par seconde. Et si on fait ça partout dans tout notre jeu, au bout d'un moment les performances elles en souffrent. Bon. Là on est sur un petit menu, ça n'a aucune importance, mais bon voilà, c'est une question de bonnes habitudes. Ok. On évite de créer des ordures qui doivent être ramassées par le ramasse-miettes, le ramasse-ordures. La voiture balai. Ok, donc maintenant j'ai un ray et je peux l'utiliser pour faire des tests sur mes boutons. Donc il faut que je parcours ma liste de boutons. Pour chaque bouton dans la liste des boutons, on fait button.textRenderer. Non, attends, voir, ça marche comment? C'est okay, c'est le rayon en fait. Donc c'est le rayon qui se lance. Donc on fait intersect actors. Ah oui, en fait on peut même. Ouais, on peut faire ça. On peut intersecter avec la liste des boutons et on va voir quelles sont donc les touches qu'on a eues, les hits. Okay. Donc s'il y a eu au moins un hit, alors c'est qu'on est en train de survoler un bouton. Donc on prend, donc ça me retourne une liste parce que potentiellement, si j'avais plusieurs boutons les uns derrière les autres, il pourrait en toucher plusieurs à la suite un seul rayon. Bon, nous en l'occurrence, ils sont complètement disjoints les uns des autres, donc ça ne devrait pas être le cas, mais voilà, on peut faire plusieurs hits. Donc nous, on va prendre que le premier. Ils sont aussi triés par ordre de distance dans tous les cas, donc ça peut être intéressant à savoir. Nous, on prend le premier hit et on va regarder son acteur. Donc ça va nous retourner un des boutons. Donc faisons déjà juste un log du nom du bouton qui a été survolé. D'accord. Ça va être intéressant. Donc voilà, là j'ai ma souris, je survole aucun des boutons. Ça, il n'est pas dans la liste des boutons. Et là, hop, voilà, hop, ça log le bouton que je survole. Ouh, trop bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh ben, on va regarder son index dans la liste des boutons. Donc, on prend l'index de l'acteur dans la liste des boutons. Et on prend ça comme nouvelle index de boutons actifs. Et ensuite, maintenant qu'on a mis à jour notre index de boutons actifs, on peut rafraîchir tous les boutons, mettre à jour leur opacité. Et normalement... Ouh, oh cool, ça fonctionne. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire qu'on puisse cliquer. Et on aura un menu qui fonctionne aussi bien à la souris qu'au clavier. D'ailleurs, puis-je utiliser le raycast de CanonJS plutôt que celui qui est proposé par SuperPowers? Le raycast de CanonJS il fonctionne, mais il ne fonctionne que sur des boîtes de collision CanonJS. Donc ouais, si tu as des composants CanonJS avec des boîtes de collision, tu passes ça aux fonctions de raycasting de CanonJS, ça fonctionne. Mais c'est son petit monde à lui, tu vois. CanonJS il fonctionne dans le monde physique CanonJS et donc il ne peut pas interagir directement avec les text renderers de SuperPowers et ce genre de choses, quoi. C'est vraiment deux choses séparées. Ok, alors... on va vérifier si la souris vient d'être cliquée. Donc quand on est en train de survoler un bouton, on va dire si was mouse button just pressed, et c'est le bouton 0, c'est le bouton gauche, alors on active ce bouton. Et là en fait on se rend compte que peut-être on devrait mettre ça dans une fonction. Validate on va dire ou ouais, activate plutôt, ouais. Activate button on va dire. On va prendre ce code là et puis on va avoir activate button avec notre petit switch dedans. Voilà, et donc on l'utilise au clavier quand on fait entrer et on l'utilise à la souris quand on survole.
pense à rafraîchir la liste que si ce n'est pas le même ID. Avec le raycast, ça monte vite. Oui, c'est vrai que là, du coup, le raycasting, il serait constamment en train de faire le update focus button, même si on est en train de survoler le même bouton qu'avant. Donc, pareil, petite micro-optimisation qui n'est pas absolument nécessaire. On est sur un menu, il n'y a quasiment rien dessus. Mais si on veut faire les choses un peu bien, on peut effectivement regarder quel est donc, ce que je vais appeler le hovered button index, donc l'index du bouton survolé. Et on va regarder s'il est différent du button index actuel. On va plutôt faire ça comme ça, d'accord, avec cet opérateur qui va tester si c'est différent. Et si c'est le cas, alors on le met à jour. Et on update le focus button, effectivement. Voilà. Non mais c'est bien, c'est vrai, c'est bien de le faire proprement. Voilà, donc là du coup, si je clique, ça marche. Si je clique là, ça marche. Et si je clique là, ça marche, mais on a toujours cette fenêtre de pop-up bloquée. Donc la raison pour laquelle la fenêtre de pop-up est bloquée, c'est que les navigateurs, ils ont décidé qu'il ne fallait pas que les pages elles puissent ouvrir des fenêtres à n'importe quel moment. Si vous êtes juste sur une page web, on ne veut pas que d'un coup elle ouvre un pop-up. À une époque c'était possible et les sites web c'était horrible, on allait n'importe où et il y avait toujours 12 000 pop-up qui s'affichaient quand on arrivait sur la page, etc. Donc ils ont décidé qu'une page n'avait le droit d'ouvrir une autre page que dans le gestionnaire d'événements d'une entrée, que ce soit clavier, souris ou autre chose. Nous dans le code là qu'on a, on n'est pas dans le gestionnaire d'événements. Ok, on vérifie si la touche entrée vient d'être pressée ou si la souris vient d'être cliquée, mais on est déjà à l'extérieur du gestionnaire d'événements. Le gestionnaire d'événements, il est dans le moteur SuperPowers et il a déjà eu lieu. Donc si on tient à faire qu'on puisse activer notre truc proprement, on a, je crois, sur sup.input, on a quelque chose pour ça ou pas? On l'a pas? Faire sur le document directement. Ouais, ok. Ouais, bon, ok. Donc, en gros, ce qu'il faudrait qu'on fasse probablement, c'est qu'on expose un événement. Je peux pas. Ah oui, non. Ok, là, c'est con. Ouais, il faudrait qu'on puisse switcher entre les différents. Ah bah si, voilà. Ok. Ouais, oui, non, effectivement, on n'a pas. Mais en gros, il faudrait qu'on permette de gérer un événement de type mouse down, je sais pas quoi, et pareil, un événement de type key down directement ici. Et donc ça, on se placerait dans le gestionnaire d'événements directement et on pourrait du coup ouvrir le pop-up sans que ça foire. Bon, si vous y tenez, vous avez là de nouveau pareil la solution avec le DOM. Vous faites window.document ou non, je crois que je vais faire d'accord sur la window add event listener key down blablabla. Bon, et alors faut gérer. Je sais plus comment c'est, le key code, vérifier s'il est égal à ce que vous voulez. Et là, vous pouvez ouvrir le lien. Bon, écoutez, on fera ça le jour où on implémentera ça correctement de manière native. On fera une démo sur ça. En attendant, effectivement, c'est un peu pourri parce que les liens que vous voulez ouvrir directement dans le navigateur vont être bloqués. La bonne nouvelle, c'est que par exemple dans NWJS ou dans Electron, il n'y a pas ces restrictions-là, puisque c'est une application que la personne a volontairement installée sur son ordinateur, donc on n'a pas ces restrictions de sécurité. Donc vous pouvez, donc ça va marcher, quoi. Si la personne installe votre jeu Astéroïde, quand ils cliqueront, ça ouvrira effectivement dans le navigateur le truc. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas moyen de le faire avec input on, mais actuellement, voilà. Parce qu'on n'expose pas les événements qu'il faut, et il faudra qu'on le fasse. Le moment venu. Ok, bon. On a un menu. C'est pas trop mal. Moi, je propose qu'on pousse pas plus que ça. Ça va faire un atelier pas trop gigantesque. Et on pourra voir. On parlait de faire un menu game over, par exemple, avec peut-être gestion des scores, tout ça, et peut-être aussi taper son nom. On fera ça une prochaine fois, comme ça on vous garde pas trop tard et puis ça fait pas un atelier gigantesque où on parle de plein de choses, quoi. Voilà, si jamais vous avez des questions encore, n'hésitez pas bien sûr. Oui, et donc du coup malheureusement les histoires de modèles cubiques, on a trouvé un petit bug. C'est pas sec. Voilà, du coup on n'a pas pu faire de modèle. Du coup c'est beau. Du coup c'est
très joli. Du coup, il a fait une belle texture, mais il n'y a pas le modèle qui va avec. Je l'utiliserai la semaine prochaine. Ouais. Oui, Ok. Bon, on vous refera une. On vous refera une démo d'éditeur modèle cubique qui marche bientôt. En fait, voilà, c'est pour réexpliquer. Je sais pas si tu l'avais dit bien. Enfin, je sais pas si vous avez suivi, mais le principe c'est que tu as mis en place tout récemment le fait qu'on stocke l'offset de chaque bloc parce qu'on veut pouvoir les séparer à terme. Et le problème, c'est que quand on redimensionne un bloc, actuellement, il les décale pas. Ouais, Il les on décale ajuste visuellement, mais pas en interne. Ouais. Donc du coup, les textures étaient les unes sur les autres à moitié et tout, et donc c'est pas utilisable en l'état. Et en plus, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas faire totalement ce côté tout à l'heure d'avoir chaque case vraiment libre, quoi. Il faudra un mode soit où c'est accroché comme là, et du coup, quand on change la taille, ça va adapter. Ouais. Ou alors le mode libre, et du coup, quand on modifie la taille, ça ne bougera pas les cases, parce qu'on peut prendre n'importe où, on ne peut pas les déplacer. Ouais, parce que ça c'est très pratique, mais effectivement on ne peut pas le faire si on ne peut pas les décaler automatiquement si tu as voulu séparer les éléments les uns des autres. Quoi. Ok. C'est un peu dommage, c'est pas aussi simple que je croyais. Ouais. Je croyais que j'étais super intelligent, mais non, en fait, non. Bon. Évidemment. Comment on fait pour voir les différentes surcharges de l'autocomplétion Donc je remonte sub.input.on et ici en fait, donc dès que tu ouvres les parenthèses ça te les affiche et après normalement, ah ouais non mais c'est bizarre, Non, ça a l'air un peu bugué. il y a l'air d'avoir, ok, donc il faut a priori faire ctrl barre d'espace pour déclencher le truc explicitement et à ce moment là ça fonctionne. Et c'est vrai que ça n'a pas l'air de vouloir le faire de base. Normalement ça se faisait. Donc, Mais... ouais, il faut le faire explicitement. On a aussi des bugs avec l'autocomplétion normale des fois. Ouais, voilà, s'il y a une erreur, elle apparaît pas. Voilà, là, il faut la déclencher ici. C'est lié aux erreurs? Ouais, en fait, ouais, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que. Je crois. Non, pas des erreurs. Ah, ouais, ok, bon, enfin, c'est quelque chose avec le point en tout cas. Et je pensais que c'était peut-être lié aux erreurs, mais je n'en sais rien. Ouais, non, peut-être c'est juste après le point, on la déclenche pas. Plus. Ouais. Bon, on verra, on va essayer de refixer ces trucs-là. Donc voilà, donc pour l'instant, il faut explicitement la déclencher avec le raccourci dédié qui est CTRL barre d'espace, qui est le même dans Visual Studio, etc. Voilà. Ok. Bien. Je crois que c'est tout ce que on avait à montrer pour ce soir. Ok, bon ben alors, bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi prochain au plus tard, à moins qu'il y ait un live entre temps, on verra, pour un autre petit déj. Et peut-être qu'on aura une nouvelle version avec Electron et éditeur de modèle cubique, si on arrive à temps, sinon ce sera un peu plus tard. Voilà. Tu peux jeter un œil au code de mon test sous P2JS. Ah, c'est quoi le souci? Merde. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Ah, Mais peut-être qu'on peut pas forcément faire ça en live, enfin, je sais pas. Ok, bon bah on regarde ça sur Skype alors. Ça marche. Allez hop, bonne soirée à tous, à bientôt, ciao. Ciao.